Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais évoquer ce qui s'est passé en Israël samedi matin. Des terroristes du Hamas, on parle de 1000 ou 1500, le nombre n'est pas exactement clair, qui ont pénétré librement dans le territoire israélien et qui ont perpétré un massacre de masse dans les localités autour de la bande de Gaza. Ils ont tué des soldats, ils sont rentrés dans les villages et ils ont réalisé un véritable pogrom. On parle de 900 hommes, femmes et enfants qui ont été massacrés. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va plutôt arriver vers les 1000 et un nombre incalculable de blessés. Israël est sous le choc et aussi perplexe. On a eu l'impression d'assister à une défaillance totale de l'État, aussi bien des services secrets que de l'armée. Quelque chose qui peut illustrer ce que je viens de dire, c'est que des citoyens, on a des enregistrements audio ou des vidéos de citoyens qui appelaient à l'aide l'armée pour venir les sauver d'une mort certaine et il n'y avait personne, personne n'est arrivé. Alors, je vais juste m'attarder quelques secondes sur ce point. Beaucoup de gens ont donné leur opinion sur cette défaillance de l'État. On a entendu tout et son contraire sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai une façon d'analyser les choses qui est de contextualiser. C'est important de comprendre le contexte. Où se trouve Israël actuellement? Et vous allez comprendre où je veux en venir. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, on a beaucoup dit que Ronald Reagan avait engagé les Russes, les Soviétiques dans une course à l'armement qu'ils ne pouvaient pas soutenir. Les Soviétiques ne pouvaient pas la soutenir. Et que ça explique l'effondrement. Il y a peut-être une partie de vérité là-dedans. Mais en fait, l'élément crucial à comprendre à l'époque, c'était que la société soviétique était un peu défaillante, était à l'agonie. Déjà démographiquement parlant, sociétalement parlant. Alors je ne dis pas qu'Israël est dans le même cas. Mais essayons d'observer Israël depuis plusieurs années. La fameuse Startup Nation, on nous vante depuis des années, quinzaine d'années, les progrès technologiques d'Israël, le fait que des startups israéliennes se vendent à l'étranger. Mais une Startup Nation, les amis, ne fait pas nation. La pauvreté a explosé en Israël. On parle de 800 000 enfants sous le seuil de pauvreté. On a une crise politique sans fin en Israël. On avait cru avoir un gouvernement stable avec une majorité forte, mais la crise a continué. On le voit depuis le mois de janvier dernier. Cette crise politique bloque le pays, bloque le budget, etc., etc. On a une maladie qu'on a qualifiée d'épidémie, le Covid, qui a entraîné une hystérie collective en Israël. On ne parlait plus que de ça. Le pays ne s'occupait plus que de ça. Et enfin, on a des élites, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, des élites qui ne sont plus préoccupées à servir l'État, qui ne sont plus dédiés au service de l'État, mais qui sont préoccupés à ce que leur caste assoie leur mainmise sur l'État. Si on lit les déclarations de ces élites il y a depuis quelques mois, ça permet de contextualiser un peu ce qui s'est passé samedi matin. Nadav Argaman, qui est l'ancien chef du Shabak, l'équivalent du FBI américain, le service de secret intérieur, si la loi de la réforme passe, dit-il, on n'est plus tenu de servir l'État. Il explique Tamir Pardo, un ancien du Mossad, je crois, l'ancien chef du Mossad, qui en juillet dernier expliquait que Israël devient une dictature qui exerce un régime d'apartheid. Yuval Diskin, l'ancien chef du Shabak, qui s'adresse au chef actuel du Mossad et de la police, qui explique qu'on doit être méfiant envers toutes les opérations militaires engagées par ce gouvernement et qu'on doit s'arrêter de servir cet État. D'accord ? Je ne vais pas vous faire la liste de tous les dirigeants. Il y en a une tapée. Nahum Admoni, Ephraim Alevi, Dani Yatom, je lis en même temps que je vous parle, Yuval Diskin, Ehud Barak, Bogi Yaalon, etc., etc. Ça permet quand même un peu de contextualiser. Israël est dans un état extrêmement problématique. Alors, l'attitude d'Israël par rapport au Hamas, je voulais un petit peu en parler. J'ai entendu j'ai lu sur les réseaux sociaux beaucoup de commentateurs en France, etc., expliquer et se désoler qu'après ce massacre de masse, Israël s'engage elle-même dans la violence et va lancer une guerre totale, etc., etc. Mais les amis, ça fait une quinzaine d'années depuis que le Hamas a pris le pouvoir qu'Israël se retient. Israël n'a engagé que depuis 15 ans que des opérations, n'a pas engagé de guerre. Il a laissé le Hamas se réarmer systématiquement et progresser de plus en plus dans son armement. En 2007, le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza. Entre parenthèses, il massacre à l'occasion ses collègues du Fatah. Les roquettes que le Hamas possède à cette époque-là ont une portée de 5 km pour
un chargement de 5 kg. Depuis 2018, ils ont des roquettes qui peuvent aller jusqu'à 100 km avec un chargement de 100 kg. Vous comprenez? Bon. On a, si vous voulez, une élite politico-militaire qui perçoit les milliers de roquettes qui tombent sur Israël comme une calamité prédéterminée contre laquelle il n'y a aucune solution. C'est ça la réalité. Et c'est un fait ce que je vous dis. J'avais entendu à Londres un général israélien, et pas n'importe lequel, Tamir Eman, qui est un ancien officier des opérations du commandement nord d'Israël. Tamir Eman expliquait que le retrait de Gaza et les roquettes qui sont tombées sur Israël, les milliers de roquettes, ne représentaient qu'une nuisance faible, un petit bruit. Ce n'était pas un grand problème. Vous comprenez? Et d'ailleurs, je vais être sincère avec vous, la première erreur d'Israël et l'erreur la fatale d'Israël est d'avoir accepté qu'une seule roquette tombe sur Israël. Est-ce que vous imaginez la France ou l'Angleterre, les États-Unis, sans même parler de la Russie et de la Chine, qui accepteraient que des roquettes, une roquette, tombe sur les populations civiles? En ce qui concerne le Hamas, c'est pareil. On a parlé des motivations du Hamas. J'ai entendu beaucoup de choses. On a dit que le Hamas était commandité par l'Iran pour faire achoper le deal entre l'Arabie Saoudite et Israël. Il y a peut-être une partie de vérité. On a aussi expliqué que le Hamas se positionne comme leader incontesté de la lutte dite palestinienne une fois que Mahmoud Abbas va mourir. Tout ça, c'est peut-être vrai. Mais quelle est la raison profonde, la véritable raison qui explique ce massacre de masse perpétré par le Hamas? Cette raison se trouve dans l'idéologie dite palestinienne. La majorité des défenseurs occidentaux soit ignorent cette idéologie, soit refusent d'en parler, soit ne la comprennent pas. La résistance palestinienne du Hamas, c'est pas les localités juives qui se trouvent au-delà de la ligne verte ou la fameuse dite occupation. C'est pas ça du tout. Écoutons le Hamas, parce qu'il faut toujours écouter les mouvements extrémistes ou les dictateurs. Mohamed Deif, qui est le leader militaire du Hamas, il explique, je cite, que l'opération de samedi matin est motivée pour perturber le plan de démolition de la mosquée Al-Aqsa. Motif religieux. Ismaël Haniyeh, leader du Hamas lui aussi, a appelé tous les musulmans du monde à participer à la défense de la mosquée Al-Aqsa et à poursuivre la mission du prophète Mohammed. Les Juifs, mes amis, n'ont pas été tués et kidnappés pour gagner un avantage tactique, mais ils ont été humiliés et déshumanisés parce qu'ils sont des traîtres à Allah. On va finir par lire la charte du Hamas pour les Occidentaux qui n'ont toujours pas compris de quel conflit il s'agit. Notre lutte, dit la charte, contre les Juifs est extrêmement étendue et importante. Israël, du fait qu'il soit juif et qu'il a une population juive, défie l'islam et les musulmans. Le message, en tout cas, a la simplicité qu'on peut attendre d'un mouvement issu des frères musulmans. Je vais finir par une note positive, ou en tout cas un petit peu plus optimiste. On a vu le Hamas diffuser sur les réseaux sociaux des vidéos qui, pour certaines, sont vraiment à la limite de l'insoutenable, de corps ensanglantés, de corps torturés, démembrés, de victimes, notamment même des personnes âgées sur chaises roulantes, emmenées de force, d'enfants, de femmes, etc. La raison pour laquelle le Hamas publie ces vidéos, elle est tout à fait logique et consistante par rapport à leur idéologie que je viens d'évoquer. D'accord ? Il s'agit d'humilier, de rabaisser l'ennemi. D'accord ? Mais le Hamas a oublié une variable très importante dans l'équation. C'est ce que je le pense. Vous savez, tous les peuples du monde ont leur trauma. Les vidéos que le Hamas a montrées, ils montrent des vidéos de pogrom, des vidéos de massacres, des hommes, des femmes, des enfants juifs, d'accord, massacrés. Les juifs, quand ils voient ces images, et particulièrement les juifs d'Israël, sont traumatisés. Et les traumas, quand ils se réveillent, peuvent provoquer plusieurs attitudes. Ils peuvent provoquer une attitude de dépression, ou ils peuvent provoquer une attitude de réveil. Et je pense que c'est cette attitude de réveil qui va arriver. Je pense que le Hamas et les commanditaires de cette opération en Iran ont mis complètement de côté cette variable. À bientôt les amis.